avion venant d'être mis en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Non, la terre ne se saoule pas. La terre ne tourne pas de travers. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre. Elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Elle n'arrête pas de tourner et le sang n'arrête pas de couler. Et où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Le sang des guerres, le sang des meurtres, le sang de la misère, le sang des condamnés, des matraqués, des fusillés. Elle tourne la terre, avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses maisons, ses vivants. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne et qui tourne, avec ses grands ruisseaux de sang. Cher journal, j'ai 12 ans et je commence enfin à t'écrire. Ça fait longtemps que j'y pense, mais aujourd'hui, j'ai besoin de le faire. Besoin de parler, de raconter ce qui se passe autour de moi. 3 septembre 1939. Nous déclarons la guerre à l'Allemagne. Moi, je sais pas ce que c'est que la guerre, mais ça a l'air terrible. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. 14 juin 1939, arrivée des Allemands à Paris. 21 juin 1940, entrée des Allemands à Donge. Quand même, c'est drôle de penser qu'un jour, quelqu'un retrouvera mon journal au fond d'un grenier. Dans 50, 60 ans, peut-être que ça l'intéressera de savoir comment s'est passée cette guerre. La première fois que j'ai vu un Allemand, j'ai eu une peur bleue. J'étais tout seul sur la place, lorsque je l'ai vu s'arrêter au passage des niveaux en sidecar. Il m'a demandé où se trouvait le SGHP.
Je lui ai indiqué et il me remercia. Je me souviens des premiers Allemands arrivés à Donge qui fréquentaient le café et achetaient des cigarettes. Nous étions très impressionnés et peu méfiants. Nous étions jeunes et puis la guerre ne nous faisait pas vraiment peur. Ben nous, la guerre, on la craignait. Papa et maman nous en avaient tellement parlé, tellement dit qu'ils étaient méchants. Nous avions pris une grande décision. Nous les appellerions les Boches, parce que ça faisait sauvage. Il y avait deux sortes d'Allemands. Les anciens, qui avaient déjà fait la guerre de 14-18, qui étaient blasés. Ils espéraient plutôt rentrer chez eux. Et puis, il y avait les jeunes. Eux, ils voulaient monter en grade et se faire remarquer. Mais surtout, ce qu'ils craignaient, c'est qu'en cas de bêtise, ils soient envoyés sur le front russe. Et ça, c'était leur hantise. Quand l'Allemagne déclara la guerre et envahit Donge, tous les commerces furent dévalisés. Même la salle de cinéma fut prise pour loger les Allemands. Le terrain de foot pour construire des blocos. L'école pour les pompiers allemands. Ma mère m'avait dit « Ramène les vaches bien vite, les Allemands arrivent ». Quand j'ai vu leurs uniformes, ça m'a donné mal au cœur. Quand les Allemands sont arrivés, j'étais pas bien grand. Quand ils sont partis, j'étais un homme. Les peintres en bâtiment sont des bons gars, généralement. Ils changent en barbouillant leurs murailles en jaune ou en blanc. Parmi tous ces braves gens, il y en a un cependant qui a bien tout vu. C'est un grand méchant loup. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Il a comme dirait ma sœur la folie des grandeurs. Oh oh, oh, il travaille du pinceau. Ils sont pour un village, sûr qu'il n'en crée pas. Ah la 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 la, sous les robes. Mais le peintre en question n'est pas un gars de nos régions. Il est de ce pays qui nous a donné avant lui un vampire égorgeur et puis Wetman le tueur, qui n'était que des gamins auprès de ce coquin. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau, il a besoin ce gros soufflet d'être un peu dégonflé. Oh oh, oh oh, mais il le fera bientôt et nous graverons sur son tombeau si j'ai un beau salaud. Oh 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 oh, sous les roses. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sous les roses. Cher journal, année 1941. Aujourd'hui, il pleut. J'ai dû passer entre les gouttes pour éviter d'arriver trempé à l'école. Mais plus d'école. Les Allemands s'y étaient installés. Alors, on nous a dit qu'on allait être dispersés dans des hangars, à la chapelle ou chez des habitants de la ville. Il y a quelques jours, des réfugiés de Saint-Nazaire sont arrivés à Donge. Leurs enfants nous ont rejoints à l'école. Désormais, nous sommes plus nombreux, environ 50 par classe. Mais le manque d'espace ne nous empêche pas de nous amuser. En plus, on nous distribue des bonbons et des gâteaux vitaminés. Pourquoi? Je ne sais pas. Année 1942. L'Amérique déclare la guerre à l'Allemagne. Mon cher petit Jésus, s'il vous plaît, voudriez-vous m'apporter un casque américain, une mitraillette et 10 jeeps? Merci. Pour ne pas nous faire courir trop de risques, nous étions retenus le moins de temps possible à l'école, juste le temps de réciter nos leçons et corriger nos devoirs. Nous étions très rapidement renvoyés chez nous. Nous avions été à l'école à l'hospice de Donge chez les bonnes sœurs. Il y avait les filles le matin et les garçons l'après-midi. Mais au début, nous étions dans une petite maison, juste à côté de la raffinerie. Parfois,
Les sirènes se mettaient à hurler. Et certains enfants avaient très peur. Moi, j'étais à l'école au château de Martigné. Un jour, après la récréation, il manquait Henri Leroux. Tout le monde ricanait parce qu'on le voyait dans un arbre en face de la fenêtre. Oh là, Claude! Il y était monté pour dénicher un nid, sauf qu'il n'avait pas eu le temps de redescendre avant la fin de la récréation. À la récré, nous enlevions les dorifores dans les patates. En récompense, les bonnes sœurs nous offraient un verre d'orangeade lorsque nous les ramenions dans des boîtes. Mais nous, on se repassait les boîtes. Et les sœurs n'y voyaient que du feu. Mon instituteur s'appelait Monsieur Lozacmeur, Appelé chapeau mou et cravate rouge. Nous étions à la Sancy, dans une vieille grange. Un soir, après l'école, l'idée nous est venue d'aller nous baigner dans la carrière, sans se soucier de nos parents. Mais l'instituteur n'a pas tardé à nous retrouver et à confisquer nos vêtements. Il a bien fallu passer chez lui, légèrement dévêtus, pour les récupérer. C'était un poil! Oui! C'était un poil! Silence! Et les Pierrots, levez-vous! Vous pouvez vous rasseoir. Chapeau mou écrivait à la plume sergent-major. Tu te souviens lorsqu'il a voulu mettre une raclée à Claude et que Claude s'est protégé le visage pour éviter la claque? Oui, même que Chapeau mou s'est enfoncé la plume sergent-major dans le doigt. Après cet épisode, il ne dit plus rien à Claude. On l'appelait même le chouchou du maître. Chouchou! Calmez-vous! Élève Georges, au tableau! Après les bombardements, bien sûr, il y avait la moitié des écoles qui avaient été bombardées. Alors moi, comme j'étais habitué à rester à l'école que quelques minutes par-ci par-là, n'ayant plus de professeur, eh bien, je m'étais figuré que l'école, pour moi, ça fallait faire un cas chez l'éducation nationale. Manque de peau. Il y a des gens intelligents qui ont eu l'idée de construire une nouvelle école en bois. À Croix des Marins, là-bas en bas, là. À côté du bourg en bois qu'il appelait. Il était genre écolo à l'époque. Mais bon, alors je me suis retrouvé à l'école, bien obligé, c'était obligatoire. Et je me suis retrouvé avec un instituteur, Alexandre Chiral, il s'appelait. Pour qu'on vote de Pierre. Bon, si bien que les premiers temps, il fallait bien qu'il soit rugueux avec nous, parce qu'on était plus habitués à se servir d'un lance-pierre que d'un porte-plume. Mais on s'est quand même habitué un peu, puis les punitions par contre. Alors ça peut... Souvent, c'est la punition préférée du père Alexandre, c'était 100 lignes. Si bien qu'un soir, il a fallu rester fermé 100 lignes. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Puis il l'a dit. Et puis, alors, mais pour s'en aller, comme il habitait sur la même route que moi, lui il habitait à la Mornay, et puis moi à la Jalais, on faisait le même circuit pour s'en aller. Alors, je suis resté, j'ai fait mes 100 lignes, et puis noirci papier sur 100 lignes, quoi. Les fautes d'orthographe, pour demain. Alors, à la fin de mon devoir, je mets mon papier sur son bureau, et puis, vite fait, quand je suis sorti de la classe, je me suis aperçu qu'il commençait à vouloir pleuvoir. Voilà. Et les jambes à mon cou, je vais devoir monter vite fait sur la route vers la Jalais. Arrivé à hauteur de la Basilière, mon sacré père Alexandre qui me rattrape à vélo. Vous voyez le vélo, tel que le vélo Tati dans le film. Là. Il m'invite à monter une place de vélo pour m'emmener. Mais il manque de peau qu'on arrive au milieu de la plaine Martigny. On ramasse une de ses sauces. La radiouse avec Coutier. Et bien, Alexandre continue un peu vite fait. Lui, ça avait réussir quelque chose parce que le vélo faisait moins de bruit, vu que ça avait graissé la chaîne. Et puis, bon, on continue jusqu'au bout de la route, le chemin qui m'emmène à la Jalais.
Et puis, bon, je suis descendu du vélo. Et tout d'un coup, je me suis vu descendre, puis je pensais, mais quand je l'ai vu s'en aller comme ça, trempé comme une soupe, je me suis dit, qui de nous deux est le plus puni? Monsieur Courbet. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon institutrice s'appelait Mademoiselle Raymonde. Elle était belle. Elle avait un vélo. J'ai voulu monter dessus, mais elle n'a jamais voulu. Moi aussi, j'étais avec Mademoiselle Raymonde. Je n'étais pas une fanade de l'école. Je me suis souvent retrouvée punie sous l'escalier. Nous allions à l'école à pied. 4 km le matin. Et 4 km le soir. Souvent en galoche ou en sabot. Et puis, souvent en se prenant une sabotée. Une sabotée? Oui, on disait cela à l'époque. C'est quand l'eau passait par-dessus nos sabots. Après la classe, l'hiver, en hiver, après la classe, avec les copains, on faisait des concours de glissade sur les margelés, avec les galoches. On allait loin avec ces trucs-là. C'est beau, hein? Le soir, en rentrant de l'école, les gars se séparaient à la croix de l'arrière. Certains allaient vers la campagne et d'autres, ils allaient vers le centre. Allez, Bergadonge! Silence! Alors, les Bergadonge, eh ben, ils se séparaient à la campagne et puis d'autres, ils allaient vers le centre, alors. Et puis là, c'était souvent la castagne, hein. Nous avions 6 ans, nous étions heureux. Comme beaucoup d'enfants à cette époque, nous n'étions pas encore conscients de ce qu'était la guerre. Avec Claude, on avait construit une petite charrette avec 2 vieilles roues de poussette. On descendait la côte de Martigny, tous les deux dessus. Le plus difficile, c'était le virage de la Ribaudet. Oui, je me souviens, vous tombiez toujours dans la petite mare à purin du père Bosque. Et dans le bas de l'îlette, il y avait une mitrailleuse. Et là, on avait le droit de jouer. Avec cousin Claude, on s'asseyait sur le siège et on s'amusait à faire semblant de tirer sur les avions. Et les jeunes Allemands nous prêtaient même leurs pistolets, mais sans cartouche. Et puis on jouait à la petite guerre. On n'avait pas conscience du danger. Avec un pistolet lance-fusée, on avait bricolé un fusil qui tirait des glands. Ça portait au moins à 50 mètres. La guerre avait l'air de tout, sauf d'une plaisanterie. Je me souviens, les sous-marins allemands, quand ils rentraient à leur base, on allait les voir en cachette. Et sur le kiosque, il y avait de dessiner un taureau, mais un taureau en furie. Hein. Et pourquoi il y avait des sous-marins à Saint-Nazaire? Parce qu'il y avait la raffinerie à Donge. Ah oui, ça marchait pas au beurre fondu, hein. Fallait du gazoil. Oh, du beurre fondu, t'en as vu les couleurs, toi, pendant ce temps-là? C'était une femme du meilleur monde. Elle avait vraiment chic parisien. Et pour rallier sa peau des blondes, il lui suffisait un tout tirquin, un peu de poudre et du noir pour les yeux, du rouge pété et un crayon bleu. Elle avait tout ça dans son petit sac à main, avec son mouchoir, un petit ébelloir, ses tickets et tous ses points. Dans son portefeuille, elle avait sa photo. C'était des gentils, une de son mari et 3 de son gigolo. La semaine dernière, gare Saint-Lazare, en débarquant par le train de banlieue, elle passe à l'endroit sans crier gare, fixant l'employé droit dans les yeux. Mais une fois chez elle, oh mes enfants, qu'elle sortit comme ravitaillement. Elle avait tout ça dans son petit sac à main. Mais le brave employé n'avait pas fouillé cet accessoire féminin. Il ne doutait pas qu'elle avait dans un coin 2 kilos de jambon, 4 saucissons et 10 mètres de boudin. Et dans une petite pochette, au lieu d'un parfum troublant, elle avait mis en cachette un demi-camembert bien coulant. Elle avait aussi une douzaine d'œufs, mais comme ils étaient peut-être un peu vieux, elle retrouva assez curieux, à la place des œufs, une douzaine de poussins. Elle avait tout ça dans son petit sac à main.
Je ne crois plus en Dieu. Moi, dit un juif, je suis juif. Moi, dit une vieille dame, voilà plus de 2 semaines que je n'ai plus de mou pour mon chat. Il s'appelle Kiki. Moi, dit un homme, sans Dieu de nom de Dieu de bon Dieu, on nous donne du vin, j'en peux plus. Si t'étais moins saut, t'aurais peut-être bien un copain qui te paierait un verre rouget. Ou le noir. Moi, j'ai bien votre famille. J'ai toujours un petit peu peur de rentrer. J'en ai 4 qui m'attendent à la maison. Le 5e, il est mort en 1941, après l'hiver Rutabaga. Il est mort de faim. Et il lui aurait fallu de la viande tous les jours. Et puis les autres, ils sont dans le mauvais tournant eux aussi. Quand je rentre des commissions, ils s'approchent tous de moi. Mais laissez pas dans mes jambes! Hier, mon sac il était vide. Mais ce qui s'appelle vide, de les voir arriver tous les 4 comme ça, le cœur m'a comme éclaté. Et les enjures, et les crevasses. Mais enfin, faut voir l'état de leurs pieds. Mais des galoches, c'est pas facile d'en trouver. Tenez, en ce moment, j'ai que 3 paires. Mais pour 4! Ce qui arrange les choses, c'est que j'en ai toujours au moins un de malade qui reste couché. Cher journal, j'essaie de jour en jour de me persuader que le rutabaga et la margarine sont des choses délicieuses. On manque de tout. On touche des tickets de rationnement. Il y en a des différents. On n'a le droit qu'à 27 grammes de pain et 90 grammes de viande par semaine. J'aimerais bien que la fin du monde arrive avant midi, cher journal. Je viens de perdre toutes nos cartes de pain et ma mère ne sait pas encore. On faisait de longues queues devant les boutiques. De longues queues qui commençaient de plus en plus tôt, en hiver, dans la nuit et le froid. Car il fallait être dans les premiers, si l'on voulait être à peu près sûr de ramener quelque chose. Ah, triste souvenir que ces longues heures d'attente devant les magasins d'alimentation. Bien souvent, quand mon tour arrivait, il n'y avait presque plus rien. Pour les produits en vente libre, plus de 4 heures d'attente pour quelques rutabagas. Malgré la guerre, le couvre-feu et les privations, on se donnait rendez-vous le soir dans les cafés. On servait au bar les insipides apéros saccharинés. Mais dans l'arrière-salle, après la fermeture, on fermait les rideaux. Et là, on sortait les liqueurs et le torboyau qui réconciliaient avec l'avenir. Buvons un bon coup! Demain, on sera tous foutus! L'art d'accommoder les restrictions. Bon appétit, monsieur, dame. Tartine de rutabaga. Patate à cochon accompagnée de son verre d'eau. Pain, cocotte. Mocha aux biscottes. Tétine de vache. Concert. Ragoût de mouton désossé, sans mouton. Frites de topinambour dans la graisse de bœuf. Et pour terminer, mayonnaise sans huile. Sans huile.
chenail une fois par an. J'adorais cela si bien que petite, je voulais devenir charcutière ou bien maîtresse. Le soir, mon père allait chez le boucher gratter les os. Avec la viande qui restait, on faisait un pot-au-feu. Chez le père Bosque, on saignait le cochon. Le plus difficile était de les saigner sans attirer l'attention des occupants. C'était terrible. Ils prenaient tout et nous n'avions plus rien. Les Allemands rentraient de force chez nous avec leurs chevaux. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Moi, j'en ai vu se jeter sur les choux à vache. Et moi, j'en ai même vu qui bouffaient les pommes de terre sans les éplucher. Mais moi, tous les matins, ils venaient voler le pain que nous venions tout juste de faire. Je me cachais toujours derrière mon grand-père. Et ben moi, j'ai même vu des fermiers rentrer les poules dans leur chambre à coucher. Nous, on cachait notre poule dans une caisse avec un couvercle. Il y avait un trou pour qu'elle passe la tête. On la promenait dans le jardin, une ficelle à la patte. Mon papa avait un clapier avec une lapine à l'intérieur. Un matin, elle avait disparu. Alors les Allemands firent une rapide enquête et ils nous la rendirent. Mais elle avait été cuite. Hélène Bernard, levez-vous. Non, asseyez-vous. Vous n'avez pas fait vos leçons. Cher journal, ce matin, maman m'avait envoyé chercher du lait à la ferme. Malheureusement, sur le chemin, une bombe à retardement a explosé. Je suis tombé et le bidon de lait s'est vidé. Mon père m'a passé un tel savon, je m'en souviendrai longtemps. Je me serais cassé une jambe, ça aurait pas été grave, mais perdre le lait, c'est une catastrophe. C'était la dure époque des restrictions. Mais heureusement, nos parents redoublaient d'inventivité pour adoucir notre quotidien. Le sucre de betterave pour le miel et la graisse de porc ou le suif pour le savon. Une fois, nous avions pu nous procurer de la vieille huile qui avait servi dans une usine de conserve de poissons. Ça pue! Un vrai désastre. On empestait. Et le café, vous vous souvenez? On le fabriquait avec des glands grillés. Du vrai camp d'envoyaux. Ça n'avait absolument pas le goût de café. Du huile chaussette. Bon, on faisait avec ce qu'il y avait. C'était la débrouille. Hélène Bernard, levez-vous. Mon histoire commence au printemps 1943. Un soir, mon père m'a emmené avec lui au blocos de la quarantaine qui était en construction pour récupérer quelques planches qui nous servaient à confectionner forcément un clapet supplémentaire. Car cette viande-là était une viande à pas chère et nous arrangeait bien dans cette période. Mais voilà, l'Allemand qui était de faction en haut du Grand Moulin a aperçu notre manège. Et dès le lendemain matin, on a vu arriver les Fechtwebel, les gendarmes allemands. Nous, on les appelait les colliers de chiens, parce qu'ils avaient quelque chose autour du cou avec une plaque devant. Bon, ils ont fouillé, forcément, et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, quoi. Et en plus, c'est qu'ils ont fait tout le village comme ça, à fouiller, et tous les hommes dont le père à Jojo, mon copain, a été pris dans le tort, et le lendemain, ils ont tous emmenés à Nantes pour être jugés, et finir à Troyes emprisonnés. Et la raison de mon histoire, c'est que pendant sa captivité, mon père m'a sculpté un cœur dans une planche en bois, un cœur avec d'un côté, je me souviens, un brin de muguet avec quelques clochettes, et de l'autre côté, il avait ciselé mon prénom. Et ça a été pour moi le premier cadeau que je me rappelle, quoi. Mais un cadeau pour moi tout seul, quelque chose de neuf. J'étais vraiment heureux. Hélas, avec les aléas de la vie, je l'ai perdu, égaré, enfin, je ne l'ai plus. Moi aussi, j'ai une histoire comme ça à vous raconter. Mon père, donc, qui était, comme le père de Bernard, en prison à Troyes,
avait la chance, entre guillemets, dans la journée de travailler dans une menuiserie, ce qui lui donnait l'accès à des outils, à du bois, donc façon de faire des choses. Et quand il est revenu, il m'a rapporté un magnifique petit camion que j'ai toujours, un petit camion avec la benne basculante, et puis aussi un superbe petit avion que j'ai conservé tout le temps et qui ne me quittera jamais. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Le pain était rationné selon l'âge. Il était lourd, noir et collant. Quelle joie quand l'occasion se présentait d'avoir du pain blanc. Nous le mangions comme un gâteau. Quelquefois, nous faisions du pain blanc dans le four de Raymond. La veille, ma mère faisait lever la pâte dans un lit bien chaud. C'était un régal à côté du pain noir habituel. Le beurre aussi, c'était une denrée rare. Si bien qu'après une naissance, nous avions fêté l'événement avec des amis, en leur offrant un goûter de pain et de beurre pour les empocher. C'était un festin de roi. On mangeait du pain sec. Ma mère disait, après la guerre, tu mettras du beurre dessus et puis dessous. Méfie-toi ma Francine, de tous les potins du quartier, des ragots de la voisine, et cantons du laitier. Par-dessus tout ma belle, ne va pas t'alarmer de chaque fausse nouvelle, des gens bien informés. Faut pas Francine, écouter les racontars des badauds pas trop bavards. Faut pas Francine, te laisser embobiner par les bobards. Ne crois pas qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par les âneries des canards. Le Führer d'une voix tendre nous redit chaque samedi: je ne veux plus rien prendre maintenant que j'ai tout pris. J'adore l'Angleterre, j'adore les Français. Pourquoi me faire la guerre quand je veux qu'on me fiche la paix? Faut pas Francine, écouter les racontars du plus barbant des barbares. Faut pas Francine, te laisser embobiner par ces probards. S'il prend pour nous désarmer sa voix câline, c'est pour mieux nous tomber dessus un peu plus tard. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par ses propos de Bessima. Touché. Ça coule. Cher journal, février 1943. De nombreux bombardements à Lorient et à Brest. On a reçu une lettre de ma tante. Elle nous dit qu'à Brest, il n'y a ni pain, ni beurre, ni café, ni tissu, presque rien enfin. Par-dessus le marché, elle a très peur des bombardements. Des gens qui habitent près d'elle ont été tués. Il paraît qu'à Brest, en bombardant, les Anglais tuent des quantités de civils. C'est terrible, mais les sauveurs ont tous les droits. De redoutables bobards volaient sans cesse d'un bout à l'autre du bourg. Le bobard est un mammifère semblable à la chauve-souris. Il survole la ville entière en faisant chaque jour 100 petits. Il a l'œil rond, le ventre noir, mais n'est pas très intelligent. Il entre partout, veut tout voir et répète ce qu'il entend.
car le fantastique animal de la parole et le ton, il colporte tant bien que mal de l'un à l'autre sa chanson. Avec son ami le canard, on le voit courir le jour. N'écoutez pas le bobard, il vous jouera un sale tour. Ici Londres. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand, Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Cher journal, après nous avoir enlevé la nourriture, ils nous privent de distraction et d'information. Ils ont réquisitionné les postes de radio. Heureusement, avec les voisins, on s'est organisé et on a pu en conserver quelques-uns. C'est pas toujours facile d'écouter la radio avec les dénonciations et les coupures de courant. Alors, maman a ressorti son vieux poste à galène. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot l'affaire dans ses bras. Nous disons le manchot l'affaire dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Nous avons confectionné un haut-parleur d'un type nouveau, avec une soupière. Comme ça, l'audition pouvait se faire à plusieurs. Nous, on se servait des tuyauteries et des gouttières de la maison en guise d'antenne. Dans le chemin qui longeait la maison du père Francis, il y avait un poulailler. Et là, il y rangeait sa radio. Si bien qu'un jour, un Allemand passa et il lui dit « Radio ». Silence! Les enfourchés se réunissaient souvent en cachette pour écouter la radio et pour noter les nouvelles qui venaient de l'extérieur. Ainsi, le journal clandestin Radio Pédard voit le jour. Retour de la bicyclette. Depuis la poche, la bicyclette devient le seul moyen de transport qu'il reste aux civils. Or, il est nécessaire de se déplacer énormément pour trouver du ravitaillement. Il n'est pas rare de pédaler près de 50 km et de revenir bredouille. Pour tous ceux qui travaillent, la petite traîne devient un outil indispensable. Elle devient donc un objet précieux très convoité par les civils et les militaires allemands. Je m'arrangeais toujours pour que mon vélo ait l'air d'un vieux clou afin de ne pas tenter les Allemands. Comme toujours, on se débrouille, on bricole. Un jour, j'avais préparé mon vélo. Pour les pneus, je me souviens, il y avait un tuyau d'arrosage en caoutchouc épais. Nous, pour remplacer les chambres à air, on bourre l'enveloppe à l'aide de chiffons ou de bouchons. Et la lumière à jour, tu te souviens? Oui, c'est Marcel qui avait trouvé le moyen d'éclairer toute la maison. Il avait fabriqué avec un copain une éolienne avec une vieille traverse de chemin de fer. Et lorsqu'il n'y avait pas de vent, il pédalait sur un vélo qu'il avait modifié. Et les Allemands, qui eux non plus n'avaient pas d'électricité, venaient recharger leur batterie. Et vous savez quoi? Marcel les faisait pédaler. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs. Et blanc, je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. D'amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'use que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pédaler devant moi. Je suis parti l'autre jour de plus tôt en vélo.
assez grand et gros. En vélo, je suis arrivé en 3 semaines à Saint-Lô. En vélo, avec le frais et 2 suronfles au bas du dos. En vélo. Cher journal, 12 août, Nantes libérée. On a tous le cafard. On a l'impression qu'il ne se passe rien. L'offensive anglaise est arrêtée. Et en attendant, les Allemands sont toujours là, eux. La vie à Donge a changé. Un couvre-feu a été instauré. On n'a plus le droit de sortir entre 21h et 5h du matin. Plus le droit de se rassembler non plus, sauf pour aller à l'église. Un climat de peur et de terreur règne sur la commune. Heureusement, on fait des veillées. Blaguer et rire ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre, tralala. Blaguer et rire ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre et passer de bons moments. Nous n'avons parfois plus de pain, mais les patates le remplacent bien. Plus de bon café bien sucré, un petit peu de lait va remplacer. Blaguer et vivre ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre, tralala. Blaguer et vivre ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre et passer de bons moments. Nous voyons tout en vert, c'est sûr, voyons en rose, ce sera loin dur. Et quand enfin la poche crèvera, la grande famille on retrouvera. Blaguer et vivre ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre, tralala. Blaguer et vivre ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre et passer de bons moments. Et vivre ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre, tralala. Blaguer et vivre ensemble les filles, c'est le moyen de nous détendre et passer de bons moments. Lorsque j'étais enceinte, mon mari avait obtenu un laissez-passer de vie. Il a dû aller chercher la sage-femme à 1h du matin, les 2 mains sur la tête. À part les kermesses des écoles et celles organisées pour les soldats prisonniers, les loisirs étaient plutôt rares. Bien sûr, il y avait quelques balles par-ci par-là, mais... On organisait des veillées chez les uns et les autres. Les femmes tricotaient, on faisait des jeux et puis il y avait des chants. On s'éclairait avec des lampes à pétrole. Bon, quand il y en avait. On éteignait vite dès qu'on entendait un Allemand ou un char ou un avion passer pour ne pas se faire repérer par les Allemands. On parlait un peu de tout, mais surtout de la guerre. Mes parents parlaient de mes oncles, prisonniers, dont on n'avait aucune nouvelle. On savait juste qu'il y en avait un dans une ferme et l'autre dans une usine d'armement, en Allemagne. Je me souviens des 2 fils du charcutier. Ils revenaient d'une veillée et ils se sont fait poursuivre par une patrouille. Quand les Allemands les ont retrouvés, en enfonçant leur porte à coups de hache, ils furent emmenés à la caserne. Sûrement pour cirer les bottes des soldats. Hein. Ils en ressortirent quelques jours plus tard. Mais adieu les veillées dans le bourg. Le bruit des bottes des soldats résonnait à chaque passage de la patrouille. Et la DCA aboyait à chaque fois que passaient des avions.
Cher journal, aujourd'hui, il fait grand soleil. J'ai envie de te parler d'amour, cher journal, car on voit bien que même la guerre ne peut pas arrêter ça. Même ici, dans la poche, on se marie. Oui, oui. Mademoiselle Lily de mon cœur, sur tes lèvres bien-aimées, je dépose mes plus doux et amoureux baisers. Lily, il faut être courageuse. Je vais partir pour la guerre. C'est la réalité. Si seulement j'avais pu venir te serrer dans mes bras, ne serait-ce qu'une heure, à passer avec moi, avec toi plutôt. Je serais reparti avec plus de courage. Non, ne crois pas que j'en manque. Je suis très courageux, Lily. Seulement, j'appréhende ce grand voyage vers l'inconnu. Je vais être franc avec toi, Lily. Le destin me paraît bien sombre. J'ai un mauvais pressentiment. Faux, je l'espère. Mais si jamais je ne revenais pas, je te supplie, il faudrait m'oublier. Tu es jeune. J'ai peur de briser ta vie. Je t'aime et t'aimerai ainsi jusqu'à ma mort, qui ne viendra, j'espère, que par la vieillesse. Et sache que j'emporte en mon cœur ton ardent amour. Ton Auguste, pour la vie. Élève Pierrot, c'est à vous, au tableau. Avec le sourire. Je vais vous raconter une belle histoire d'amour qui me touche de beaucoup, car c'est celle de mes beaux-parents. Céline et Bernard se fréquentaient depuis l'école primaire. Bernard, sur les coups de 18 ans, est parti s'engager dans la marine. Il a donc rejoint Toulon. Et après avoir subi merci le Kébir, messieurs des Anglais, merci, en septembre 1941, il dépose une permission pour pouvoir venir se marier en Ille-et-Vilaine. Il a reçu sa permission, mais quand il l'a reçue, 8 jours étaient déjà passés. Il avait une permission de 15 jours. 8 jours étaient déjà passés. Il lui fallait ce fameux papier pour pouvoir franchir la ligne de démarcation. Il est arrivé le 11 octobre 1941 à Sainte-Anne-sur-Vilaine, en Ille-et-Vilaine. Pas de banc. Le maire a passé outre les bancs, la publication des bancs, le curé aussi, les a mariés. Ils se sont mariés le 14 octobre, et le 16, ils repartaient en voyage de noces, mais tout seuls. 70 ans après, ils étaient encore ensemble. Moi aussi, j'ai une histoire d'amour à vous raconter. Le 25 juillet 1944, mon cousin Roger s'est marié. 25 juillet, vous vous rappelez, 23 et 24, dans la nuit, 2 bombardements de suite. Le 25 juillet, du bourg, il ne restait que les 3 quarts à peu près. Le quart, les 3 quarts démolis. Pas d'église, pas de mairie. Néanmoins, on va se marier. Et ce mariage s'est passé en plein air, dans le long d'un mur dont on vous a parlé tout à l'heure en parlant de Radio Cocotte. C'est le mur de clôture de chez M. Francis Barbin, garagiste, qui longeait le chemin des Magouilles. Alors, dans le chemin, on a amené une table, les registres, les papiers nécessaires. Il y avait donc le secrétaire de mairie, bien sûr, le maire, M. de Gramont, à l'époque, et le mariage s'est fait là. Et au moment de signer les registres, tout d'un coup, boum, une bombe à retardement a explosé à quelques centaines de mètres. Alors évidemment, ça nous a un peu choqués sur le coup, mais malheureusement, on était déjà habitués au bruit des bombes. Alors, pour le mariage religieux, après, s'il n'y avait pas d'église, on avait la chapelle de Bonne Nouvelle comme chemin de repli. Mais la chapelle de Bonne Nouvelle, c'était quand même assez loin des Magouets.
Et la route était complètement bombardée, pleine de trous, il était impraticable. Si bien que c'est notre voisin, le père Eugène Pouvron, dans sa voiture à cheval, qui nous a emmenés à Bonne-Nouvelle, en passant par la Sancy, Sèvres, Bacra, La Roulette, et on est arrivé à la chapelle. Et là, l'abbé Morgan nous attendait pour le mariage, qu'il a célébré, bien sûr. Ça s'est bien passé là, mais il fallait revenir à la quarantaine, c'est-à-dire chez nous. Eh bien, on a fait le chemin inverse, avec la même charrette et le même cocher. Et on est passé donc par Sèvres, Macra, comme je vous ai expliqué, et arrivé à la quarantaine. Là avait lieu le repas de noces. Un repas, vous savez, on n'était pas très nombreux, on était peut-être une douzaine. La famille de la mariée était du Mans, donc n'avait pas pu venir, bien sûr, au mariage. Enfin, au repas, je me souviens qu'on a mangé du poulet. C'était déjà un menu de choix. Et arrivé au dessert, encore une surprise, boum, encore une bombe qui explose. À quelques centaines de mètres, dans le pré à Eugène Pouvron. Alors vous voyez que ça a été un mariage explosif. Mais un mariage qui a bien tenu, avec 3 enfants et de longues années ensemble. Merci. Mon bien-aimé, je suis forte et anéantie. Ce serait trop facile. Alors on cesserait de s'aimer par un caprice du ciel et on renverrait l'amour au néant. Chaque jour et chaque nuit, je crains que l'on ne vienne m'annoncer ta mort. Mais le sais-tu seulement? Je préfère prendre cette lettre comme un moment de désarroi. Et je la déchirerais si ce n'était une écriture. Je t'affirme que j'éprouve cet ardent amour que tu évoques. Et je te défie d'y renoncer. Jamais, entends-tu? Jamais je n'accepterai de te quitter. Mon amour ne nous perd pas dans l'ombre. Ta Lily. Question posée journellement sur cette femme que l'on appelle depuis jour du débarquement. Tout va très bien pour nous de la poche. Les bombards circulent à grand train. Ils vont se rendre, c'est sûr, la fin est proche. Mais nous croyons plus ce refrain, car le temps passe et rien ne change. On ne pense plus qu'à ce qui se mange. Ça, pour nous c'est de la poche. Tout va très bien, tout va très bien. Alors mon cher, savez-vous la nouvelle? On rafle aujourd'hui les vélos. Prenez un clou, rentrez la belle, camouflez là sous les fagots. Tout va très bien, pour nous c'est de la poche. On sait plus comment se faire friser. On chauffe des pinces, on feu sur une broche. Soleil et vent doivent nous sécher. Ce qui attrape une bronchite, faute de soin doit prendre une cuite. Mais à part ça, pour nous c'est de la poche. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, tout va très bien. Cher journal, c'est Noël, un Noël de guerre.
Il a neigé toute la nuit. Cette année, les plus beaux des cadeaux pour les empochés sont pain, beurre, tissu, café. Moi, je n'ai eu qu'une pomme. Et puis, pas de messe de minuit à cause du couvre-feu. 11 janvier 1944. Hitler ordonne à ses troupes de résister jusqu'au dernier homme. Pourtant, on nous dit tous les jours que la libération, c'est pour bientôt. Mais on ne voit rien venir. On espère seulement. Un climat de peur et de terreur règne sur la commune. Je me souviens d'une femme de Cordemais qui était abattue, seulement pour avoir refusé de donner sa bicyclette. Enfant, j'étais partagée entre deux angoisses. Celle de l'arrestation de mon frère, Charles, réfractaire ostéo, et celle de ne pas trahir la terrible consigne de ma mère et de mon oncle. Quitte à te faire couper la langue, il ne faut jamais dire où se trouve ton frère. Mon frère ne sortait que la nuit pour le ravitaillement. Puis les policiers français et allemands le cherchaient modérément, mais j'évitais soigneusement de les croiser. Aujourd'hui encore, en y repensant, ma langue se crispe dans ma bouche. Tout le monde était menacé, même les enfants. Ma copine Marcel a été embarquée de nuit à la Commandantour. Pour rien. D'autres copains qui avaient crevé les pneus des camions allemands ont été emmenés eux aussi. On ne savait pas ce qu'il s'y passait. Tout ça pour des bêtises de gamins. J'avais un ami, il était terrifié dès qu'il voyait un Allemand. Il courait se cacher et il ne pouvait plus sortir de chez lui. Pour empêcher les avions de s'approcher de la raffinerie, les Allemands avaient installé d'énormes ballons gonflés à l'hydrogène qui étaient montés le soir à la nuit tombée. Nous les appelions les saucisses. Bon, les saucisses, c'est fait. Amusez les enfants. Nous avions une blague à propos des saucisses. As-tu un chien? Pourquoi? Pour manger les saucisses. Élève Thérèse, au tableau. En juillet 1944, j'avais 12 ans, c'était la guerre. Et nous avions très peur des bombardements. Quelqu'un avait dit à nos parents que si l'on faisait un abri sous le mulon de foin, les bombes glisseraient dessus et on ne risquait rien. Oui, mais dans la nuit, à la place du mulon de foin, il y a eu un gros trou de bombe et plus d'abri, plus de mulons. Tous les poules et les lapins étaient morts. C'était pas beau à voir. Mais pour les poules, c'est ce qui a fait le bonheur de Gugus et Hitler. Deux petits renardeaux que le père Raymond avait apprivoisés. Oh, il était très beau, mais un peu sauvage. Après la guerre, les petits renardeaux ont repris le chemin de la liberté. Et si quelqu'un parmi vous a eu des poules de manger, ben c'est que Gugus et Hitler ont laissé des descendants. Voilà. Tu te souviens, Thérèse, auprès de la cabane? Oh que oui. On croyait que les vaches nous préservaient des obus. Alors, quand on entendait les avions arriver, on se cachait en dessous. Ah ben oui, c'était moi. Certains avions arrivaient de là-haut. Je n'oublierai jamais le bruit des avions, leur ronronnement, une nuée de corbeaux. C'est un son que je n'oublierai jamais. Avec les copines, on regardait les avions et dans les projecteurs. Il y avait les forteresses, les Canadiens et les mosquitos. Moi, je n'avais pas peur des mosquitos, parce que je savais qu'ils visaient juste. Un soir, alors que les saucisses furent montées, un avion de chasse arriva et à la mitrailleuse les descendit les unes après les autres. C'était un spectacle grandiose. L'explosion provoquait une énorme flamme. À 7 ans, c'était merveilleux. Cher journal,
Donge a été bombardée et en partie détruite. On ne s'y attendait pas. Alors, on est parti se réfugier là où on pouvait. Lorsque les bombes ont commencé à tomber, on s'est tous mis le long du mur de la cuisine. Et là a commencé un véritable tremblement de terre. La maison, elle tremblait comme de la gelée de veau. Alors ce soir, maman m'a demandé de dormir tout habillé au cas où cela recommencerait. Le premier jour des bombardements, j'étais chez mes grands-parents, à la Belle Étoile. Nous étions cachés sous l'escalier. On entendait des explosions. C'étaient des bombes qui tombaient de l'autre côté du chemin, du côté du pré du Père Eugène, laissant d'énormes cratères dont l'un sert encore de mare pour les vaches. Après cette nuit d'horreur, nous nous sommes réfugiés sur le Hoga, chez Madeleine, ma sœur. Puis, nous avons cherché et crié pour trouver des corps. Mais rien. Soudain, j'ai vu André et sa femme sortir d'un abri au fond de leur jardin. Nous nous sommes embrassés en pleurant. Mon père a vu les bombes tomber sur Donge. Il décida d'aller à la Basillet chez le frère du grand-père, à vélo. Mais il a été obligé de s'arrêter et de laisser son vélo au pont maudit, parce que la route était complètement dévastée par les trous de bombes. Arrivés à la ferme, nous nous sommes rendus compte qu'une bombe était tombée juste à l'emplacement du lit, formant un énorme cratère. Un peu plus loin, des bœufs étaient morts, complètement éventrés. Nous avons cherché pour trouver le corps de René, mais rien. Et ce n'est que le lendemain que nous l'avons retrouvé, dans la vigne du voisin. Élève Janine, c'est à vous. Je n'étais pas sous les bombardements, vivant à l'extérieur de ce vacarme. Dans ma campagne arrivaient les réfugiés, laissant tout derrière eux. Il fallait aider à la survie des personnes en difficulté. Le plus pénible étaient les grandes familles. Le soir, le ciel éclairé par les feux des explosifs, je pensais à vous. L'anxiété m'éprenait, je craignais le pire. Si bien que la vie que nous avions nous a amenés d'être des jeunes responsables et adultes avant le temps voulu. Merci. Lorsque nous sommes sortis à la fin des bombardements, on a croisé des gens qui étaient couverts de poussière. Ils nous ont dit « Vous verriez l'état du bourg ? Tout est détruit, on ne reconnaît presque plus rien. C'est l'apocalypse. » La deuxième nuit, il n'y avait plus grand monde à Donge. Mais apparemment encore trop, car il y a eu encore 11 morts cette nuit-là. Je vous prie, tout le monde au tableau. Vous allez me réciter votre poème. Vous êtes prêts ? 3, 4. Le bonheur est parti. On le demande ailleurs. Mais la terre est trop petite pour un trop grand malheur. Le bonheur est parti, mais il a dit qu'il reviendrait. Merci. Alors mon cher, une grande nouvelle, les habits d'hiver nous ont quittés. Ne craignons pas cette clientèle, ces gens nous aident de t'embêter. Tout va très bien pour nous serrer la poche. Et nous voilà, tous hors de la sacoche. Les douleurs, la liberté, à qui fait-on dans notre France? Ouvrons le cœur à l'espérance.
vais te quitter. J'ai une grande nouvelle. La poche est libérée. Enfin, il y a le monde d'avant et le monde d'après. J'ai tout écrit pour ne rien oublier, pour pouvoir raconter et se souvenir de tout. Remercier surtout Angèle et Françoise du livre de rêve qui a confectionné ce scénario pour toute cette mise en place. C'est vraiment un travail superbe en partant de notre livre que nous avons édité. Vous pouvez les applaudir. Je voudrais remercier aussi par la même occasion Dominique Barvin, qui a bien voulu filmer la pièce de théâtre. Ça serait intéressant pour nos archives. Je ne voudrais pas oublier aussi Madame Albert, qui nous a accompagnés et donné la possibilité de se servir de cette salle pour faire notre pièce et notre représentation. J'ajouterai notre roi et bien-aimé Roger Deluc pour son accompagnement. Et bien sûr, je remercie toute la salle pour avoir accompli cet après-midi avec nous. J'espère que vous avez profité de tout et que vous a plu. Merci. Alors je ne sais pas vous, mais nous, la Fleur de Paris, on a très envie de la rechanter encore un petit peu, mais cette fois-ci, avec vous, si vous êtes d'accord. Et moi, je voudrais remercier la commission des sages, parce que ce spectacle a pu se construire grâce à l'amitié et à la solidarité de tous. Pour nous, le livre qui rêve, ça a été un très grand bonheur de travailler avec vous tous. Merci encore. Mon
cachée sous son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris, c'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris, la 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 bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. Je voudrais qu'on fasse une dernière ovation à tous ces jeunes et ces moins jeunes qui nous ont régalés cet après-midi. Allez-y.